l'Albanie a ouvert les négociations avec l'Union européenne, je me souviens, Madame von der Leyen, elle a dit « Nous sommes très contents parce que l'Albanie a finalement fait ses devoirs ». Près de 20 ans après la chute du communisme, l'Albanie a déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne. En 2014, soit 5 ans plus tard, l'Union a bien voulu lui accorder le statut de pays candidat, la première étape d'un long chemin. L'Albanie, c'est là que l'EIP est née. Je l'ai conviée à la Gaîté Lyrique pour parler de cette relation déséquilibrée entre les pays courtisans et l'Union courtisée. Philosophe et professeur de théorie politique à la London School of Economics, l'EIP a publié en 2021 « Enfin libre, grandir quand tout s'écroule ». Une réflexion sur la chute du bloc communiste qu'elle a vécu enfant. Contre une Europe qui érige à nouveau des frontières, elle propose un autre récit. Nous avons parlé de droits et de devoirs, de liberté et de l'avenir de l'Union. Il y a le maître, l'enseignant, le professeur, et il y a l'élève qui reçoit une leçon de valeurs, de civilisation, de droits, de liberté. Et on ne se demande pas, mais alors en Europe, est-ce que l'Europe soi-même a fait ses devoirs? Pour elle, l'Europe est dans l'œil du cyclone. Bonjour les IP, bienvenue dans l'œil du cyclone. Bonjour à tous. Dans un texte que vous avez publié pour le dernier volume de la revue Grand Continent, publié chez Gallimard, qui s'appelle donc Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections, vous vous penchez sur les impasses du processus d'élargissement de l'Union européenne et pour cela, vous nous emmenez en promenade sur les rives de l'Adriatique, dans votre pays de naissance, l'Albanie. Cette promenade, elle s'appelle le Giro en albanais. Qu'est-ce que ça veut dire le Giro ? Alors, le Giro, ça veut dire retourner sur soi-même. Et le Giro, c'est un rituel de l'Albanie communiste. Quand j'étais petite, moi j'avais 12 ans, quand il y a eu la chute du communisme en Albanie, chaque après-midi, à Durrës, qui était sur la côte adriatique, on se mettait les meilleurs vêtements et on sortait de la maison. Et on faisait le Giro. Les Italiens appellent ça la passeggiata, les Allemands appellent ça le Spaziergang. En français, je ne sais pas, c'est une promenade. C'est une promenade. Mais c'était ce qu'on faisait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres à faire. Donc ça, c'était bien sûr avant l'Internet, mais aussi avant qu'il y avait des boîtes de nuit en Albanie pour les jeunes. Et moi, j'ai pensé à ça quand je pensais à l'Union européenne. Et au processus d'enlargement de l'Union européenne, ça me faisait penser à ce rituel du Giro. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous dites en fait finalement, le processus d'élargissement et les candidatures à l'Union européenne, ça ressemble au Giro. C'est une longue et belle promenade, on est bien habillé, on rencontre des gens et finalement c'est tout. Il n'y a pas vraiment un but parce qu'on sait maintenant que c'est un Giro qui continue depuis longtemps. Vous avez dit vous-même, l'Albanie a ouvert les négociations à une candidature officielle pour entrer dans l'Union européenne depuis beaucoup d'années. Il y a un processus. En 2014. En 2014, on parle toujours, mais déjà avant le 2014, après la chute du mur de Berlin, dans les pays communistes de l'Europe de l'Est, on parlait beaucoup de l'Europe et de l'intégration européenne, de ce processus de l'enlargissement européen. Et un peu comme le Giro, il y avait toujours des rencontres, les personnes se parlaient, il y avait des discussions, on se disait alors ça se passe. Mais il n'y avait jamais une fin. Dans les pays candidats de l'Union européenne, l'Europe a été un peu l'horizon du futur de ces pays-là après la chute du communisme. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en Albanie, il n'y avait, pendant les années du communisme, il n'y avait pas de religion parce que la religion a été abolie dans les années 70 par l'État. C'était la religion du communisme un peu qui avait substitué la religion. Et donc, après la chute du communisme, il n'y avait aussi pas d'idéologie parce que le communisme soi-même personne ne croyait plus à ces idées-là. Et donc, l'Union européenne a un peu fonctionné comme l'idéologie, surtout l'intégration à l'Europe, a un peu fonctionné comme l'idéologie qui donne confiance aux personnes, aux citoyens, et qui pense à l'Europe comme le futur du pays. Alors, vous nous dites que ça, c'est le Giro côté albanais, mais comment vous définiriez ce Giro
côté européen? Donc, la question de l'intégration de l'Union européenne est toujours vue du côté européen comme une question de donner des leçons à ces pays candidats. Alors, je me souviens quand l'Albanie a ouvert les négociations il y a 2 ans, parce que l'Albanie était un pays candidat, mais puis après, il y a toujours des chapitres qu'il faut ouvrir pour négocier l'accès à l'Union européenne. Et donc, il faut prouver qu'on a vraiment adapté les lois du pays à l'acquis, à ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Et ça, c'est un processus juridique, de loi, et c'est un processus politique aussi. Et quand l'Albanie a ouvert les négociations avec l'Union européenne, je me souviens, Madame von der Leyen, elle avait parlé de ça. Elle avait dit, la présidente de la Commission européenne. Elle a dit, nous sommes très contents parce que l'Albanie a finalement fait ses devoirs. Alors là, vous voyez un peu la logique avec laquelle l'Union européenne se rapporte à ces pays candidats. Donc, il y a le maître, l'enseignant, le professeur, et il y a l'élève qui reçoit une leçon de valeurs, de civilisation, de droit, de liberté. Et donc, c'est une logique paternaliste. Et on ne se demande pas, mais alors, en Europe, est-ce que l'Europe soi-même a fait ses devoirs? Est-ce que ces valeurs qu'on championne, qu'on dit aux pays candidats, il faut croire à la liberté, est-ce que l'Europe même est consistante dans l'application de ces valeurs? Et quand on voit ça du côté de l'Europe, on voit que, par exemple, je ne sais pas, sur beaucoup de questions, je ne sais pas, la liberté de mouvement, la question de la dignité, on ne peut pas dire on croit à la dignité des personnes. Ah oui, quand on voit à quel point la Méditerranée aujourd'hui est un cimetière pour les exilés qui cherchent à traverser. Voilà, alors là, c'est vraiment, on ne peut pas dire, alors l'Union européenne défend la liberté de mouvement, défend la liberté, quand il n'y a pas de liberté d'entrer dans l'Europe. Si on est un petit peu taquin avec vous, les IP, on serait tenté de dire, en fait, l'Europe s'est construite sur un socle juridique, sur effectivement des valeurs. Il est bien logique que si on cherche à intégrer cet espace, on aille vers un standard qui soit plus haut. Je pense notamment aux enjeux de corruption, je pense notamment aux enjeux de droits des minorités. Ça veut dire que vous remettez en fait cela en question ? Oui, parce que je crois que, par exemple, la question de la corruption est très importante parce que ça, c'est une des questions dont on parle beaucoup quand on parle d'intégration des pays des Balkans, par exemple, comme l'Albanie. Mais alors, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas de corruption dans l'Europe même? Et c'est comme s'il y avait un standard de civilisation, son standard de civilisation. Quand on dit que les pays du Balkan ont la corruption, que les pays du Balkan n'ont pas les droits de l'homme, et il y a des valeurs qui manquent, quand on sait très bien que dans les sociétés européennes, en France aussi, il y a beaucoup de problèmes sur l'application des droits de l'homme, des citoyens qui ne se sentent pas inclus. C'est un peu l'hypocrisie de l'Union européenne de se présenter et de présenter une image de soi aux pays candidats qui n'est pas l'image de soi que les citoyens de l'Europe même voient quand ils réfléchissent sur les institutions de l'Union européenne. Mais pour autant, est-ce que vous diriez que ces valeurs, et notamment la charte des droits fondamentaux qui existe au niveau européen, ces standards en fait qui s'exportent aussi à l'étranger, on sait que l'Europe est aussi un espace de production de normes qui s'exportent à l'étranger. Vous diriez que ça n'a jamais existé, ou alors que ça s'est délité ? Et je ne crois pas que l'Europe peut se défendre, disons, les valeurs, les droits de l'homme se défendent qu'en Europe. Parce qu'on sait bien que l'histoire de l'Europe, c'est une histoire de valeurs, mais c'est aussi une histoire de l'injustice et de l'exploitation des minorités, des problèmes d'intégration. Et donc, je trouve que oui, c'est très important de parler des valeurs, mais ce ne sont pas des valeurs européennes, ce sont des valeurs universelles. Donc, il y a des processus politiques en Europe qu'il faut supporter pour défendre ces valeurs, mais ce n'est pas le cas que tous les agents politiques en Europe défendent les mêmes valeurs. En fait, je trouve qu'on voit maintenant, on est près des élections européennes, et on voit une droite très agressive en Europe qui, je trouve, n'est pas vraiment la droite des valeurs de la solidarité, de l'égalité ou de la liberté, qui sont des valeurs universelles,
parce que c'est une droite qui cherche de substituer le souverainisme national avec le souverainisme européen, en se disant l'Europe est un espace de droits et des valeurs, et alors il faut protéger cet espace des immigrants, des personnes de cultures différentes, des musulmans, des autres, et donc ils cherchent de construire cette forteresse Europe avec un projet culturel qui est, je trouve, un projet qui réifie un peu qu'est-ce que ça veut dire d'être européen. Quand pour moi, l'être européen, c'est un projet politique, ce n'est pas un projet de culture, oui. C'est un projet de défense des valeurs. Mais là-dedans, si je vous entends, on sait à quel point aujourd'hui l'extrême droite est aux portes du pouvoir de nombreux pays, voire est au pouvoir dans quelques pays ou participe à des coalitions. On a peut-être aussi la possibilité de penser l'espace européen dans ses dimensions culturelles, dans ses dimensions identitaires. Est-ce que ça, pour vous, ça remet en cause les valeurs européennes ? Oui, je trouve que ça remet en cause parce que je crois que le projet européen, quand il est parti à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un projet d'intégration qui se proposait une défense d'une Europe qui n'était pas une Europe nationaliste, et qui n'était pas une Europe qui excluait les autres. C'était un projet inclusif et qui se disait il faut défendre la démocratie, il faut défendre la justice, il faut défendre la liberté et il faut construire, il faut ouvrir les frontières pour pouvoir mieux défendre ces valeurs-là. Et là, je trouve ce qui s'est passé, c'est qu'après la Brexit, où on a vu la chute d'un projet de sortie de l'Union européenne, la droite radicale s'est dit, alors là, ça va pas bien, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Angleterre, on voit que l'économie marche pas. Donc, la droite européenne, après, s'est dit, bon, mais alors, ça veut dire que le Brexit, la sortie de l'Union européenne, ce n'est pas l'alternative. Ce qu'on peut faire, c'est de transformer l'Europe par dedans dans une Europe de droite. Et ce qu'on voit, c'est une droite qui devient hégémonique en Europe avec ce projet-là. Finalement, l'extrême droite européenne a réussi à transformer le récit et même le socle de valeurs de l'Union européenne et que c'est cet agenda-là aujourd'hui qui est au pouvoir ? Il faut se demander qu'est-ce qui a porté au parti d'extrême droite ou de droite souverainiste au pouvoir. Et je trouve que là, c'est un peu plus compliqué parce que l'Union européenne même a eu des politiques sociales qui ont manqué et qui n'ont pas vraiment respecté les groupes plus vulnérables de la société européenne. Donc, après la crise financière, après les crises des marchés financiers, après ce qu'on appelle le Euro crisis, là, la crise de la dette. La crise de la dette, il y a eu un régime d'austérité dans tous les pays de l'Union européenne pour lequel c'est les pauvres et c'est les personnes plus vulnérables qui ont payé le prix et qui se sont trouvés abandonnés par la gauche ou par le centre libéral. Et la cause de ces groupes politiques-là a été prise par la droite. Donc, c'est une droite qui s'est présentée comme une droite anti-austérité, entre le néolibéralisme, et qui s'est dit, nous, on vous défend. Mais on vous défend avec des solutions qui ne sont pas vraiment des solutions, mais c'est de la propagande, parce qu'on dit c'est les immigrants, c'est un problème d'intégration culturelle, c'est l'autre qui vient et qui nous présente une menace. Et ce n'est pas que la France, que la Grande-Bretagne, c'est aussi l'Italie, c'est aussi les pays de l'Est de l'Europe, mais c'est un discours plus difficile je trouve, de politique et d'économie politique. Ce que vous portez, c'est que finalement, il faudrait changer de paradigme dans ce mode de relation entre les pays candidats et les Européens, les considérer donc finalement comme des partenaires susceptibles d'apporter quelque chose. Mais qu'est-ce que ça implique en termes d'approche? Mais je trouve que l'Europe a beaucoup de politiques qui sont des politiques d'intégration, mais qui sont des politiques qui partent qu'au moment où on est déjà un pays membre de l'Union européenne. Et si on ouvrait ce processus-là d'une façon un peu différente, donc on ne dit pas à l'Albanie, quand vous êtes membre, vous avez la mobilité européenne, la citoyenneté européenne, les marchés européens, mais on ouvre des politiques sociales déjà au moment de la candidature. Alors, je trouve que c'est une possibilité de rapprocher ces pays d'une façon un peu plus critique. Est-ce que c'est ce qu'ils ont besoin?
Mais concrètement, ça voudrait dire quoi? On pourrait adhérer chapitre par chapitre, on aurait un peu accès à Schengen, un peu accès au marché unique. Voilà, et aussi, oui, et il peut aussi avoir des processus où on s'interroge. En Albanie, par exemple, il peut y avoir de la participation, par exemple, au Parlement européen, où on ouvre déjà aux délégations des pays candidats. Donc, on n'attend pas de compléter le processus et puis après ouvrir, mais ou aussi des politiques de l'éducation, des politiques de la recherche, des politiques migratoires. Donc finalement, avoir une forme d'intégration en processus, entrer petit à petit. Oui, et aussi, ce qui est la question plus importante, je trouve, c'est aussi une intégration qui est honnête sur les limites de l'Europe sur soi-même, donc qui explique aux Albanais ou aux pays candidats qu'on se trouve avec des menaces communes, avec des problèmes communs, parce que les frontières de l'Europe, de l'Union européenne, ce sont des frontières politiques, mais ce ne sont pas des frontières culturelles. Quand je parlais aussi du Giro, moi, je pense toujours qu'à Durrës, si on fait ce Giro-là à Durrës, on passe par des ruines grecques, et puis après un amphithéâtre romain, et puis après, il y a des murs byzantins, il y a une tour de Venise. Donc, et quand on se dit, est-ce que l'Albanie appartient à l'Europe? Moi, je me dis, c'est difficile de s'en tenir en dehors pour tous ces siècles-là. C'est déjà l'Europe, finalement. Toujours l'Europe, l'histoire européenne, la culture européenne. Les conflits de l'Europe ont toujours été les conflits de ces pays-là parce que le monde a toujours été intégré du point de vue historique et politique. Pour autant, on le sait, l'Europe s'est construite aussi dans des logiques de marché, dans une idée et un récit qui était clair, le fait de faire un marché commun ensemble, d'échanger commercialement ensemble, allait apporter la paix. Certains la qualifient aujourd'hui d'hémiplégique parce qu'elle serait constituée justement d'un marché, mais avec un manque profond d'intégration politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Oui, je suis d'accord avec ça, mais ça, c'est un peu une limite, je trouve, aussi de toutes les institutions politiques dans ce moment-là de l'histoire du monde. Donc, il y a un capitalisme qui est global. Le problème, c'est que dans l'Union européenne, l'idéologie, c'est le marché libre. Donc, c'est difficile d'avoir une critique du marché libre quand on s'est fondé sur l'idéologie du marché libre. Et là, c'est pour ça que c'est un projet politique d'essayer de présenter une conception, une vision de l'intégration de l'Union européenne qui est une vision d'intégration, de solidarité, de justice sociale, donc qui présente une Europe de la justice sociale et pas seulement l'Europe du libre marché qui a produit les victimes qu'on connaît de l'austérité et dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que pour vous, du coup, il est nécessaire de réformer de telle sorte à mettre en œuvre ce système, par exemple, de partenariat d'une Europe qui processe avec ses voisins et qui se pense comme une entité qui va bien au-delà de ses frontières transnationales réelles et qui se pense en continent et pas juste en fédération d'États? Oui, ça, je trouve que ça, c'est très important. C'est une vision possible de l'Europe et c'est aussi une vision politique de l'Europe. C'est-à-dire, parce que l'Europe, c'est le bazar constitutionnel. Ça veut dire que la droite peut nous présenter une vision de l'Europe qui peut être très différente de la vision de l'Europe que nous présente quelqu'un qui a des valeurs différentes de justice ou de solidarité qui sont plus cosmopolites. Dans ma vision, l'Europe, c'est une entité cosmopolite, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur la reconnaissance des droits de l'homme et des valeurs universelles. Ce ne sont pas des valeurs qu'on peut limiter avec les frontières. Donc, la question, quand on se dit, mais alors, quelles sont les frontières de l'Europe? Quelle est la culture européenne? Ça, c'est une question qui doit être ouverte parce que c'est une question politique. Mais là-dedans, vous parlez de l'Europe vue du côté institutionnel, avec les pays qui sont dedans, ceux qui sont dehors et qui attendent, et les peuples. Mais les peuples, c'est la fondation un peu de l'Europe. Alors, mais les peuples, la façon d'intégrer et de faire participer les peuples, c'est la démocratie. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait des agents politiques en Europe, démocratiques, qui essayent de présenter une vision de l'Europe et qui nous disent qu'est-ce que ça signifie d'avoir cette Europe sociale, cette Europe de peuple, qui n'est pas l'Europe des élites. Alors toujours on dit, c'est très intéressant parce qu'une des critiques de l'Union européenne, c'est de dire mais l'Union européenne, elle est transnationale, elle est cosmopolite. Moi, je pense que le problème de l'Europe, ce n'est pas qu'elle est cosmopolite, c'est qu'elle est cosmopolite que pour les élites. C'est-à-dire que les peuples de l'Europe, les citoyens ne voient pas comment l'Europe peut être leur Europe.
Et donc, ils cherchent de sortir, ils cherchent des projets alternatifs, ils cherchent un refuge dans un passé qui n'existe pas, parce que l'Europe qu'on a maintenant les a trahis et ne leur a pas donné cette promesse d'intégration sociale. En défendant que les intérêts des élites. Léa Hippie, est-ce que l'Europe est mortelle ? Oui, bien sûr, elle est mortelle parce que toutes les institutions sont mortelles, mais la question est qu'est-ce qu'on peut faire politiquement pour ne pas arriver à ça ? Mais pour autant, vous nous décrivez finalement une Europe des origines qui est déjà morte finalement, puisque vous nous dites que c'est le récit de la droite radicale, de l'extrême droite, d'une droite souverainiste qui a gagné. Est-ce qu'elle n'est pas déjà morte alors ? Oui, d'une façon, l'Europe des origines, maintenant, on se voit qu'on est loin de ça parce que l'Europe des origines était une Europe de la paix, était une Europe qui sortait de la guerre et qui se proposait d'avoir une institution commune qui était pacifique. Et quand on se trouve avec une Europe où la question principale, c'est comment se défendre, comment construire une Europe militaire, comment construire un pouvoir qui se fonde sur les armes, on est très loin du projet originaire. Donc, de ce point de vue-là, oui, je trouve que l'Europe, c'est une Europe qui est morte. Ce n'est pas l'Europe de la paix des pères fondateurs, quoi. Mais c'est aussi un projet, on peut toujours retourner aux origines, on peut toujours retourner à la vision du début. Et on peut toujours se poser la question du point de vue critique en se disant qu'est-ce qui a manqué à ce projet-là, c'est-à-dire la représentation politique, c'est-à-dire la démocratie, et comment pouvons-nous récupérer cette vision de l'Europe fédérale et intégrée. Mais là-dedans, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de ressusciter ce modèle européen, ce projet ? Moi, je suis kantienne et je pense que l'espoir, c'est un devoir moral. Il ne faut pas se demander est-ce qu'il y a de l'espoir, parce qu'on ne trouve pas l'espoir dans le monde, on le construit, on le fait. Il faut agir d'une façon qui nous permet d'espérer. Et donc, c'est la même chose avec l'Europe. Antonio Gramsci, le marxiste italien, disait on voit qu'on se trouve avec une crise, donc on a un pessimisme de la raison, parce qu'on voit qu'on a les crises, il y a la pauvreté, il y a le scepticisme, il y a les conflits, mais il faut avoir l'optimisme de la volonté. Alors, c'est le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté, c'est, je trouve, ce qu'on doit essayer d'adapter. Léa Hippie, vous avez écrit un livre en 2021 qui s'appelle « Enfin libre, grandir quand tout s'écroule », qui narre votre enfance dans une Albanie post-soviétique. Et vous avez interrogé la notion de liberté justement à l'aune de la chute du bloc communiste. Comment est-ce que vous percevez cet enjeu aujourd'hui, vous qui avez vu justement une construction politique s'écrouler ? Alors pour moi, c'est important de distinguer entre la liberté comme idéal de la liberté et la liberté comme idéologie. Parce qu'on nous parle toujours de la liberté et on nous présente des sociétés, on nous dit que ce sont des sociétés libres, mais ça c'est un discours aussi idéologique. Parce qu'on voit que ce n'est pas la liberté pour tous, ce n'est pas un monde qui offre la liberté à tous. Et je trouve qu'un monde qui n'offre pas la liberté à tous n'est pas vraiment un monde libre aussi pour les individus. Parce qu'on ne peut pas être libre dans un monde où il y a des autres qui souffrent. Parce que les crises, elles ont des effets de choc. Et donc, pour moi, la question de la liberté, c'est la question de récupérer l'idéal de la liberté. Et ce n'est ni la liberté des pays communistes, la liberté du communisme, où il y avait l'État qui permettait aux enfants d'aller à des écoles qui étaient quand même des écoles assez bonnes d'instruction, mais où il y avait la répression de la liberté de l'opinion personnelle, il n'y avait pas droit d'associer, droit de manifestation et tout. Mais ce n'est pas aussi la liberté du néolibéralisme, une société qui abandonne les individus et qui crée des injustices qui sont des injustices structurelles où on ne sait pas qui est responsable, on voit que des victimes. Et il y a un discours idéologique qui normalise ça en se disant « mais alors les victimes, elles sont responsables d'eux-mêmes ouais. ». Et moi, je trouve que ça, ce n'est pas aussi la liberté. Donc, c'est quelque chose d'autre. L'enfant que vous étiez, comment vous l'avez vécu ce moment justement, sur cette question de liberté? Pour moi, c'était difficile parce que quand on est jeune, quand on est enfant, on ne sait pas vraiment, on croit à tout. Les enfants n'ont pas d'opinion politique, et donc ils ne souffrent pas la censure, ils ne souffrent pas la persécution politique comme les adultes. Et donc, ça veut dire que
quand j'étais dans l'Albanie communiste, moi, je pensais que j'étais la personne la plus libre du monde. Et après, c'était un peu comme une sortie de la caverne de Platon. Quand on se croit, on est dans cette caverne, on croit que la caverne, c'est le monde. Et puis après, on sort de la caverne, on se rend compte que, en fait, c'était la caverne et le monde des ombres. Et on se rend compte que dans la caverne, il n'y a que des prisonniers. Et pour moi, la sortie de l'Albanie communiste comme enfant était un peu comme la sortie de la caverne de Platon. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à étudier la philosophie parce que je me disais, bon, ben, c'est la philosophie seulement qui peut, ou pas la philosophie, mais la connaissance, l'éducation, s'interroger et être toujours critique qui nous permet de voir la caverne où on sommes toujours. Parce qu'on ne sort pas vraiment jamais dans la caverne. Vous êtes passé d'une caverne à l'autre, Ben finalement. Oui, je ne suis pas passée de la caverne communiste à la caverne libérale, mais c'est quand même une caverne. Elle est plus grande, elle semble plus belle, mais on ne sait jamais. Merci Léa Hippie. Et on passe maintenant à vos questions. Moi, j'aurais une question sur le sentiment albanais. Tout à l'heure, vous avez dit que l'Europe était incomprise, ou en tout cas, hormis une certaine élite, ça peut être plus compliqué. Donc, ma question, c'est sur... l'ascension européenne se fait par groupe de pays. Et puisque dernièrement, on a eu l'Ukraine et la Moldavie qui sont allés un peu plus rapidement dans les étapes de l'ascension dans l'Union européenne, j'aimerais savoir ce qu'en pensent les Albanais, entre guillemets, ce côté double vitesse. Oui, alors, on ne dit pas ça vraiment publiquement, mais il y a quand même du ressentiment, parce qu'on se rend compte que la question de l'élargissement n'est pas vraiment une question bureaucratique comme on présente, mais une question de volonté politique. Et là aussi, les citoyens se rendent compte que quand il y a la volonté politique, même un pays qui est en guerre peut quand même avoir des ouvertures très importantes sur la question de l'intégration, pendant que des pays comme l'Albanie, comme la Macédoine du Nord, comme maintenant la Serbie, il n'y a pas vraiment de volonté d'accès dans l'Union européenne, mais il y avait quand même, il y a un peu d'années, ils sont là et ils attendent. Et donc, c'est un peu une question de fairness, on dirait en Angleterre, non? De justice, d'égalité. D'égalité de justice, parce qu'on se rend compte que c'est une question politique et pas vraiment une question bureaucratique comme on présente. Tandis que quand on voit la discussion sur la question européenne en Albanie ou dans les pays candidats, c'est toujours une question de quand c'est le nouveau summit, quelle est la nouvelle deadline et tout ça. Et on ne sait jamais quelles sont les questions, mais on sait toujours quand il y a la prochaine rencontre. Et on se rend compte que là, ce qui manque, c'est vraiment une discussion politique sur l'Europe. Et c'est vous qui avez le micro. Vous nous avez beaucoup parlé de philosophie. Et Thomas Hobbes, dans le Léviathan, dit que pour qu'un État soit en sécurité, il faut que tous les citoyens abandonnent leur liberté et que un grand souverain absolu ait le devoir de la sécurité. Est-ce que si on extrapole à l'Union européenne, il serait envisageable ou désirable qu'un État gouverne uniquement en matière de sécurité, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, et que tous les autres États n'aient plus leur mot à dire en termes de sécurité? Alors, oui, c'est très important qu'il n'y ait pas ce que Hobbes appelle l'état de nature entre les nations. Donc Hobbes dit c'est le problème de la paix et de manquance de la paix ou de la manquance de stabilité dans l'ordre international, c'est le fait qu'il y a un état de nature où l'homme et le loup pour l'homme qu'on trouve dans les États nationaux se répliquent au niveau international. Alors moi, je ne suis pas hobbesienne, je suis kantienne. Et ce que Kant nous dit après Hobbes, c'est oui, mais c'est ça la condition, c'est ça la réalité de l'ordre international. Mais on peut résoudre ce problème à travers le fédéralisme. Et là, ce n'est pas une question d'un État, de trouver un État qui s'impose aux autres. En fait, c'est ça c'est peut-être plus ce qu'on a maintenant, où on a l'Allemagne et la France qui décident un peu ce qui se passe dans l'Union européenne, et puis après, les autres s'adaptent. Ça, c'est un peu plus le monde hobbesien. C'est une question de créer une fédération démocratique, transnationale, où ce sont les citoyens qui contribuent à la création de cette institution-là. Et ça, c'est un projet, on retourne au discours du projet politique, c'est un projet fédéral de création d'une institution qui permet de donner la démocratie à tous, même à ceux qui ne l'ont pas et qui sont soit dans les pays membres que dans les pays candidats. Alors, il y avait une question devant. Ce serait pour poser une question au sujet d'un terme que vous avez beaucoup évoqué, ça va être cette idée d'universalisme et de valeurs universelles. Comment mettre un mot sur ces valeurs et comment elles sont pensées et vécues face à toute cette diversité qu'il peut y avoir dans les cultures et les modes de pensée justement en Europe que vous avez aussi souligné? Mais moi, je trouve que l'universalisme, c'est un projet
et c'est un projet de la raison. C'est-à-dire, l'universalisme, c'est de comprendre qu'il y a des propriétés universelles du discours et des capacités universelles que toutes les personnes ont, et qui ne sont pas restrictées par les cultures. Donc, c'est-à-dire que quand on comprend que les cultures ont toujours été fluides, qu'il y a toujours eu de l'interchange culturel, qu'il y a toujours eu des conflits, mais aussi des moments de paix, on se rend compte qu'aucune culture n'a l'exclusivité sur l'universalisme. Moi, je trouve que ce qui est vraiment problématique maintenant dans le discours sur l'universalisme, c'est qu'on pense que l'universalisme est là que pour les pays européens, par exemple, et toutes les cultures qui ne sont pas européennes n'ont pas l'universalisme. Et moi, je trouve que quand on pense à l'universalisme comme à ce projet qui est généré par notre capacité de penser, de s'interroger, de critiquer, ça ne peut pas être limité qu'à des pays qui sont dans une partie du monde plutôt qu'une autre partie du monde. Quand on pense à, je ne sais pas, aux origines de la Renaissance européenne, la Renaissance culturelle, on n'aurait pas eu de Renaissance culturelle européenne s'il n'y avait pas eu des interprétations d'Aristote dans le monde arabe. Ça veut dire que les cultures ont toujours été intégrées et que la capacité de penser les problèmes a toujours été universelle. Et c'est un mythe de dire c'est que les Européens qui ont la raison, qui ont l'universalisme. Et ça, c'est une question séparée de l'utilisation politique des idéaux universels qu'on a vu, par exemple, dans les périodes de la colonisation des autres pays du monde, où on voit que ces projets-là de l'universalisme peuvent aussi être des projets d'exploitation, d'oppression, d'occupation des autres. Mais cela n'est pas... on peut voir ça critiquement, et on peut voir ça d'un moment où on se dit, alors ce projet universalisme, c'est un projet politique pour tout le monde. Et le modèle d'intégration européenne, ce n'est pas ce qui est particulier, ce n'est pas que l'Europe a la vérité sur la justice, sur la liberté, parce que l'Europe a aussi des conflits. L'Europe est un continent qui a eu, oui, des droits de l'homme, des avances juridiques très importantes sur les valeurs, mais c'est aussi le contexte où on a eu l'Holocauste. Donc, on n'a pas le monopole sur la raison, on n'a pas le monopole sur l'universalité, on n'a pas le monopole sur les valeurs, ce sont des valeurs de tous et c'est une question politique. Quelle est l'utilisation de ces valeurs et comment peut-on construire une société meilleure à partir de la société où on se trouve? Merci beaucoup, Léa Ippi, d'avoir été avec nous. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes de l'œil du cyclone sur la plateforme arte.tv. On se retrouve très vite. Tchuss.